maintenant que on a un entraînement unitaire sur un perceptron qui est capable de répondre oui ou non, on va rajouter cette capacité donc que permettent les fonctions d'activation telles que sigmoid. Donc cette capacité à avoir une réponse plus nuancée. Si vous posez des questions sur le fonctionnement des fonctions d'activation, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 2 sur le perceptron qui détaille tout ça. Allez, c'est parti, on implémente ça. La vidéo précédente parlait d'un perceptron avec une fonction seuil qui répond donc oui ou non. L'objectif de cette vidéo, c'est de permettre au perceptron d'avoir cette fonction sigmoïde pour répondre oui peut-être ou non peut-être, et donc un pourcentage. Si on prend le schéma précédent avec la fonction seuil, on avait la somme des produits passée dans la fonction d'activation seuil, qui nous donnait une sortie valant 0 ou 1. Cette fois, on va remplacer la fonction d'activation seuil par la fonction sigmoïde, qui va donc nous donner une réponse de 0 à 100%. Le réglage automatique du perceptron, c'était initialement faire une prédiction, calculer l'erreur et mettre à jour les poids. En rajoutant la fonction d'activation seuil, on doit rajouter deux étapes qui sont le calcul du delta et le calcul du gradient. Donc pour obtenir une prédiction, chose qu'on a faite jusque-là, on faisait un calcul de SOP, Sum of Product, qu'on passait dans une fonction d'activation. Ça nous donnait une prédiction. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement implémenter la fonction d'activation seuil. Pour ça, on a rajouté au perceptron un type d'activation pour pouvoir le construire soit avec une fonction d'activation seuil, soit une fonction d'activation sigmoïde, et peut-être d'autres fonctions d'activation à venir. Donc ce type, on va le stocker, c'est une chaîne de caractères. On va également stocker les entrées, chose qui n'était pas faite dans les vidéos précédentes. On va définir un tableau de poids. On va définir un tableau de gradient pour pouvoir stocker donc les valeurs qui permettront de mettre à jour les poids. Les gradients sont initialisés à 0 en même temps que les poids, eux, sont initialisés à une valeur aléatoire comprise entre -1 et 1. La fonction forward est toujours la même, on fait la fameuse somme des produits et on appelle la fonction activate. Alors si maintenant on regarde la fonction activate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter des conditions. Si le type d'activation est égal à seuil, alors on exécute le code comme dans les vidéos précédentes. Et si la fonction d'activation est égale à sigmoïde, alors on doit implémenter la fonction sigmoïde. La fonction sigmoïde est la suivante. Donc on a ici la formule 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. C'est la formule qui permet d'avoir cette fonction qui va donc de 0 à 1 avec cette courbure-là. On a ici le fait que si la valeur de x, donc la valeur de notre SOP, est inférieure à 0, on change légèrement la formule pour éviter d'exploser la fonction exponentielle. Donc ça, c'est simplement l'implémentation qui nous permet de récupérer une valeur comprise entre 0 et 1, ce qui suit cette courbe. Une fois qu'on a la fonction d'activation capable de gérer soit seuil, soit sigmoïde, on va, par sécurité, retourner x. En retournant x ici, en fait, c'est une fonction d'activation linéaire, on en parlera plus tard. Une fois qu'on a cette fonction d'activation, on a vu que pour obtenir la prédiction, on faisait le SOP, on le passait dans la fonction d'activation en question. Donc là, on a le code nécessaire. Et ensuite, il faut obtenir la dérivée de la fonction en question. Donc la dérivée, c'est la pente au niveau du SOP dans la courbe. Donc pour obtenir cette pente-là, il faut qu'on définisse une nouvelle fonction
qu'on va appeler deActivate, comme dérivé de l'activation. Donc cette nouvelle fonction deActivate, elle va elle aussi avoir un ensemble de possibilités qui seront en fait les mêmes possibilités que pour les fonctions d'activation. Autant de fonctions d'activation, autant de possibilités dans la fonction deActivate. Donc ici, on va prendre les deux possibilités qu'on a. Si on est dans une fonction d'activation seuil, on va dire que la dérivée, la pente, c'est 1. Alors là, c'est une astuce parce que mathématiquement, c'est faux, mais c'est pour l'implémentation. Et par contre, pour la fonction d'activation seuil, il faut qu'on puisse calculer la pente à cet endroit-là. Pour calculer la pente à cet endroit-là, on a des mathématiciens qui nous ont remis la formule de la dérivée dans une forme applicable facilement en informatique. Et donc cette forme, elle ressemble à ça. Donc cette forme en question, c'est l'activation fois 1 moins l'activation. Autrement dit, c'est la valeur de la sortie, c'est la valeur de l'activation en passant par sigmoïde. C'est la valeur de la sortie fois 1 moins la valeur de la sortie. Donc là, ça a été remis en forme, hein, l'équation a été remise en forme pour qu'on puisse facilement l'implémenter. L'avantage qu'on a avec cette mise en forme de l'équation, c'est qu'on dispose déjà de la sortie, et donc c'est assez simple à coder, hein, c'est une valeur fois 1 moins cette valeur. Une fois qu'on a obtenu la dérivée, donc ici grâce à la fonction deActivate, il faut qu'on calcule le delta. Alors calculer le delta, c'est très simple. Maintenant qu'on a cette implémentation, on doit faire erreur fois la dérivée. Donc c'est l'erreur qu'on a déjà calculée, fois 1 quand on est dans la fonction seuil, ou fois cette valeur quand on est dans la fonction sigmoïde. Donc on va créer une nouvelle fonction ici, qu'on va appeler calc delta. Cette fonction, elle a besoin de l'erreur et de la dérivée. Alors on va faire la chose suivante. On va faire self.error, puisque l'erreur, on l'a stockée. Grâce à la fonction calc_error, on l'a calculée et on l'a stockée ici. Cette erreur fois l'appel à la fonction deActivate. On a donc une fonction qui nous calcule le delta. Obtenir une prédiction, c'était le premier élément dans l'entraînement. Calculer l'erreur, le deuxième élément de l'entraînement, ça on l'a fait. Avant, on mettait à jour les poids automatiquement, on a vu que c'est plus le cas aujourd'hui. On va le faire juste après. On doit donc calculer la dérivée, ça on a une fonction qui le fait, c'est deActivate. Et il faut calculer le delta, ça on vient d'écrire la fonction. Donc self.delta égale calc delta. Quand on regarde maintenant la mise à jour des poids, initialement on avait l'entrée fois l'erreur qui permettait d'ajuster nos poids. Aujourd'hui, on a l'entrée fois le delta étant l'erreur fois la dérivée. Et en fait, cette entrée fois le delta, c'est ce qu'on appelle le gradient. Donc on va faire une dernière fonction qui va permettre de calculer le gradient. Et donc, cette fonction qui va permettre de calculer l'ensemble des gradients pour chacun des poids va faire entrée fois le delta. Donc c'est ni plus ni moins qu'une boucle for qui va avoir pour but de faire la chose suivante. Pour l'entrée courante, donc on a stocké les entrées quand on fait un forward. C'est pour ça qu'on les a. Pour l'entrée suivante, on lui multiplie le delta. Et ce delta, multiplié par l'entrée suivante, on va le stocker à l'index 0 de notre tableau de gradient qui correspondra donc au gradient du poids 0.
l'occurrence ici, on va le faire à l'index i. Et donc pour chaque entrée, on va multiplier l'entrée par le delta et on va stocker ça dans notre tableau de gradient. Grâce à ça, on a maintenant l'ensemble des gradients pour chacune des paires entrée-poids. Si on revient au déroulé pour régler automatiquement le perceptron, on fait une prédiction, on calcule l'erreur de prédiction, on calcule le delta, on calcule les gradients. Allons-y. Les gradients sont calculés, et ensuite on met à jour les poids. On met à jour les poids comment? On les met à jour en faisant, pour le poids courant, j'ajoute le gradient. Ce gradient peut être également soumis à l'influence du learning rate pour ajuster la vitesse de réglage des poids. Autrement dit, le learning rate qui est là va prendre un pourcentage de ce gradient qui nous permet donc de régler les poids de manière plus subtile. Donc on peut appeler la fonction updateWeights après avoir calculé le delta et le gradient. Donc dans cette vidéo, on a simplement rajouté ces deux étapes. Ces deux étapes, elles permettent d'effectuer le calcul du gradient. Et on a mis à jour la fonction update qui maintenant donc prend en compte directement le gradient et non plus simplement l'erreur, comme avec la fonction seuil. Un dernier élément qui nous reste à ajuster, c'est que le biais dans ce cadre-là, pour la fonction seuil utilisée précédemment, on utilisait donc l'erreur, puisqu'on avait dit que c'était équivalent à une entrée valant 1 multipliée par l'erreur. Dans ce cadre-ci, on va changer cette valeur-là. L'erreur, on ne s'en sert plus. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise en fait le delta calculé. Puisque, comme on l'a vu, le gradient, c'est entrée fois delta. Et bien pour le biais, c'est entrée 1 fois delta fois le learning rate. On peut donc supprimer le 1 qui est ici. Et on a donc maintenant une fonction updateWeights qui met à jour les poids et le biais en fonction du delta calculé à partir de la dérivée multipliée par l'erreur. On peut conserver exactement la même logique pour l'entraînement avec le dataset, sauf que cette fois, quand on crée notre perceptron, on doit lui donner un nom de fonction d'activation, mais sinon, toute la logique est la même. Essayons. Après avoir corrigé quelques petites erreurs de syntaxe, quand on exécute le code suivant, on peut voir ici que la prédiction est de 0,99, la valeur attendue 1. Donc, premier constat, au lieu d'avoir une prédiction de 1 ou de 0, on a maintenant une prédiction qui est bien un nombre compris entre 1 et 0. Donc on obtient 0,99 pour une valeur attendue de 1, ce qui est très bien. Ensuite, la même chose. Et ensuite ici, il faut faire attention, il ne faut pas se faire tromper par la notation. On veut 0 et on a l'impression qu'on obtient 6,5, mais en fait pas du tout, on est en notation scientifique. Donc exposant moins 13, ça veut dire que c'est un tout petit chiffre, très proche de 0. Donc on a 13 valeurs. Après la virgule, c'est 0, et 13 valeurs qui suivent la virgule. Donc on a bien un chiffre proche de 0. Ici, on a une prédiction de 1, pile, pour 1. Ensuite, on peut faire le constat ici, notation scientifique, on est donc bien très proche de 0, etc., etc. Donc, le système fonctionne de la même manière, que ce soit avec une fonction sigmoïde ou une fonction seuil. Alors, essayons avec la fonction seuil. On voit ici que les prédictions et les valeurs attendues sont toutes similaires également. On a bien ici des valeurs qui sont soit 0, soit 1 pour la prédiction. C'est normal puisqu'on est passé sur une fonction seuil qui n'est capable de répondre que ces deux valeurs-là. Maintenant qu'on a implémenté la fonction sigmoïde, on peut se poser la question donc s'il existe d'autres fonctions d'activation. On l'a vu dans la vidéo théorique. Donc nous, on a implémenté la fonction seuil, la fonction sigmoïde, et il existe en fait 4 types de fonctions. Donc troisième type de fonction d'activation, tangente hyperbolique. Donc
on va ici noter ça tangente h. On a vu que pour notre fonction d'activation, on a une condition pour chaque type de fonction d'activation. Donc on va rajouter ici tangente hyperbolique. Et il nous faut aussi la dérivée de cette tangente hyperbolique. Donc rajouter une fonction d'activation à notre perceptron, c'est aussi simple que retourner ici la valeur qui correspond à tangente hyperbolique dans ce cas-ci, et de connaître également donc la dérivée de la fonction en question et de la retourner ici. Donc les valeurs pour les équations pour la tangente hyperbolique et sa dérivée sont les suivantes. C'est tout simplement math.tangente hyperbolique. Elle est disponible dans le module de maths qui est vraiment un module de base en Python. Et pour sa dérivée, après l'avoir remise en ordre également pour nous faciliter la vie, on a 1 moins l'activation au carré. Donc ça, on n'a pas spécialement besoin de réfléchir à ces équations qui sont là. C'est posé mathématiquement et nous, on a simplement besoin d'utiliser une forme qui nous convient pour l'implémentation, pour pouvoir s'en servir donc à la fois côté activation, donc la forme naturelle de la fonction tangente hyperbolique, et puis une forme adaptée à nos besoins de l'équation qui correspond à la dérivée de chacune des fonctions d'activation. Pour chaque nouvelle fonction qu'on va ajouter, on aura simplement besoin d'avoir la forme classique et puis une forme adaptée de la dérivée. Dernière fonction disponible, la fonction ReLU. Idem, même principe, donc l'ajout de la fonction ReLU, c'est tout simple. On ajoute ici une condition, on l'appelle ReLU. On implémentera ici la fonction ReLU. Donc là, on voit, c'est 0 avant 0 et ensuite x après 0. Donc celle-là, on peut l'implémenter à l'œil. Donc on va retourner 0 si l'activation, excusez-moi, si x est supérieur à 0, on a dit qu'on retournait x. En fait, c'est la fonction affine quand x est positif. Et puis si x il est inférieur à 0, donc dans les autres cas, on retourne 0. Ça, c'est assez facile à implémenter. Et pour ce qui est de la dérivée, ça, on peut aussi essayer de le faire visuellement. On sait que la dérivée, c'est la pente d'une fonction. Là, la pente est à plat, donc la pente est nulle pour une activation qui est donc nulle ou inférieure à 0. Donc on peut dire si l'activation est inférieure ou égale à 0, dans ce cas-là, on retourne 0. Sinon, on retourne 1. La pente. J'avance d'un pas de 1, je monte d'un pas de 1. J'avance d'un pas de 1, je monte d'un pas de 1. C'est une fonction affine. Donc on vient en quelques minutes seulement d'ajouter des fonctions d'activation à notre perceptron. On va le tester ici. On avait donc ajouté tangente hyperbolique. On va regarder ce que ça donne sur un entraînement. Donc après avoir corrigé les petites erreurs de syntaxe, on exécute l'entraînement. Et si on regarde maintenant les valeurs fournies dans le cadre de l'utilisation de la tangente hyperbolique, on voit qu'on obtient moins 0,99 pour une réponse attendue de 0. On obtient 1 pour une réponse attendue de 1. Et à nouveau, moins 0,99 pour une réponse de 0. Ce qui fait qu'on n'obtient pas le chiffre attendu. D'accord, on obtient presque moins 1 pour une réponse attendue de 0. En revanche, on voit que le système est capable d'écarter les valeurs. C'est-à-dire qu'il va nous donner la valeur minimale de la tangente hyperbolique, la valeur qui se situe ici, pour la réponse attendue de 0. Mais en fait, le problème qu'on a dans notre système-là, c'est que le dataset, lui, veut imposer des réponses
qui ne sont pas aux extrémités de notre tangente hyperbolique. Et dans notre cas, c'est pas très malin. En fait, ce qui serait plus intéressant, c'est de lui indiquer, de nous indiquer -1. D'accord? Donc ne pas mettre de veste, dans ce cadre-là, vaudra -1, et mettre une veste vaudra 1. Si on refait un entraînement avec le dataset qui a donc les labels, les réponses adaptées à notre fonction tangente hyperbolique, on voit ici qu'on a une réponse de -1 pour une réponse attendue de 1. Donc là, il n'est pas très bien entraîné. -1 pour une réponse attendue de -1, -1, -1, 1, 0, -1, 1. Donc là, le système a plus de mal à effectuer l'ajustement des poids avec cette fonction tangente hyperbolique. On va augmenter le nombre d'époques. Et en augmentant le nombre d'époques, on voit ici que les réponses sont toutes bonnes. Donc, ce qu'on peut tirer comme conclusion de manière très empirique, c'est que la fonction sigmoïde a une courbure assez prononcée et en fait une zone au milieu peu étendue. C'est-à-dire qu'on va facilement basculer vers le 0 ou le 1. En revanche, ce qui fait que, on peut faire donc assez peu d'époques pour pousser les valeurs aux extrémités de notre fonction sigmoïde. En revanche, si on utilise la fonction tangente hyperbolique, on voit que la zone de séparation, la zone qui est au milieu ici, qui permet de basculer soit vers mettre une veste, soit ne pas mettre de veste, est plus grande. Et donc, on va avoir éventuellement des poids qui vont avoir plus de mal à être propulsés de chaque côté. Et voilà, c'est terminé pour l'implémentation du perceptron et de la propagation de l'erreur pour ajuster les poids. Donc on est capable maintenant, grâce à cette petite classe, on est capable d'implémenter un perceptron dans différents cas d'utilisation, tout en sachant que, comme on l'a vu dans les vidéos théoriques, le perceptron n'est pour l'instant capable que de segmenter de manière linéaire des nuages de points, et donc on ne peut pas faire grand-chose avec ce système-là. On l'améliore en l'additionnant, en le multipliant, en ajoutant tout un tas de petits perceptrons pour former ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et on voit ça dans la vidéo suivante. Ciao.